Bonsoir, bienvenue à vous, public du Grand Auditorium du Collège des Bernardins et du site. Et je m'appelle Didier Pourquerie, je suis directeur de la rédaction du site The Conversation. Je vais ce soir animer ce débat qui est le 5e mardi du cycle des 7 débats sur le thème « Braver l'histoire, inventer l'avenir », réalisé donc en partenariat avec La Croix et France Culture Conférences. Et ce soir, nos invités vont apporter des éléments de réflexion autour du sujet suivant. La culture numérique va-t-elle nous faire perdre le fil de l'histoire ? Le type de question que ce thème suscite est très divers. La révolution numérique restera-t-elle dans l'histoire comme un changement de paradigme radical pour l'humanité ? Comment l'homme peut-il habiter humainement la culture numérique, on en a déjà parlé ici. Vit-on un moment unique de l'histoire? Et si oui, comment y faire face? Ce thème résonne par ailleurs avec ce qui se passe au Collège des Bernardins, puisque, vous le savez sans doute, le jeudi 16 novembre, c'était la journée de clôture de la chaire, l'humain au défi du numérique. Et puis, le thème de la culture numérique et de l'histoire résonne aussi avec tout ce qui s'est passé lors des derniers mardis. On en a discuté l'autre jour ici même avec notamment Elisabeth Roudinesco sur le temps en miettes et sur notre incapacité à imaginer l'avenir. Alors, pour réfléchir ce soir sur la question du numérique et de l'histoire, nous recevons Antoine Compagnon. Bonsoir, vous êtes écrivain, historien, polytechnicien, ingénieur des ponts, docteur en littérature française et professeur au Collège de France et à l'Université de Columbia. Et en tant qu'historien de la littérature française, vous observez de près également sa dimension numérique. David Guèze, bonsoir. Vous êtes un artiste nouveaux médias, donc vous réalisez des projets artistiques liés aux nouveaux médias qui sont principalement axés sur la thématique de la mémoire et du temps. On vous doit, ainsi qu'à Gilles Debat, l'installation que les visiteurs des Bernardins ont pu expérimenter, j'espère, dans laquelle vous reliez réalité virtuelle et action par la pensée. Je viens de le faire, c'est très impressionnant. L'an dernier, au Centre Pompidou, votre installation permettait d'envoyer un message dans le futur. Et vous avez aussi réalisé un disque dur en papier et en pierre qui permet de stocker le code binaire de fichiers multimédia. Et enfin, Gilles Doeg, bonsoir. Vous êtes polytechnicien, vous aussi, chercheur à l'INRIA, professeur associé à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous êtes à la fois mathématicien, informaticien et philosophe. Vous êtes un expert du domaine numérique, des algorithmes, et vous vous intéressez de près aussi à l'éducation. Alors, ce thème de ce soir, du numérique et du fil de l'histoire, j'ai envie de commencer par Antoine Compagnon. Est-ce que ça nous fait vraiment, ce numérique sur lequel on travaille tous, perdre le fil de l'histoire, d'après vous ? Écoutez, il y a très longtemps qu'on dit que les enfants ont perdu le sens de la chronologie. Il faut toujours se demander ce qui est vraiment nouveau dans quelque chose qui intervient de cette façon. Il y a eu des révolutions médiatiques précédentes. On s'est toujours affolé lorsqu'il y avait des transformations techniques, lorsque la presse à grand tirage et à grand format est apparue en 1836. Il y a eu beaucoup de Cassandres qui ont affirmé que c'était la fin de la culture, la fin de l'histoire. Lorsqu'on a inventé la plume de fer en 1830, beaucoup d'écrivains ont dit que c'était la mort de la littérature. On n'aurait plus le temps de réfléchir en taillant ses plumes d'oie. Bon, la littérature n'est pas morte. Ensuite, il y a eu la machine à écrire, le traitement de texte. Certains disent que la littérature décline, mais on a toujours dit qu'elle déclinait. Bon, c'est pas nouveau non plus. Je crois qu'il faut vraiment se demander ce qui est nouveau dans cette perte du fil de l'histoire. Bon, le fil d'une histoire commune, par exemple ? Est-ce si sûr ? Au fond, le monde numérique nous donne de
prodigieuse ressource pour faire de l'histoire. Tout le monde peut faire de l'histoire aujourd'hui avec le monde numérique. Pensez à ce qui s'est passé ce qui se passe toujours dans la commémoration de la guerre de 1914-1918. Le nombre de sites qui font de l'histoire de la guerre de 14-18. Pensez à ce magnifique site du ministère de la Défense qui s'appelle La mémoire des hommes, que je crois que presque tous les Français ont consulté pour observer les morts de leur famille, pour chercher les carnets de marche et d'opération des régiments. Dans un carnet de marche et d'opération, j'ai retrouvé l'écriture de mon grand-père. Bon, on a tous des expériences de cette nature. On peut faire, au fond, beaucoup mieux l'histoire qu'on ne le faisait auparavant grâce aux ressources que l'on trouve dans le monde numérique. Tout le monde peut faire de l'histoire. Il y a de plus en plus de chercheurs, j'ai pas envie de dire amateurs, parce qu'ils peuvent devenir professionnels avec tous les instruments qu'ils ont. Pensez aux ressources que nous donne le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, que j'aime bien vanter, j'aime bien faire l'éloge parce que je suis très proche de la Bibliothèque nationale de France. Il y a ce site maintenant qui s'appelle Retro News. Retro News, dont le The Conversation est partenaire. Et on met je suis content. On met en avant le travail qu'ils font, qui est sans voilà, tout ça nous montre que au fond, on peut très bien le perdre, le fil de l'histoire, si on a envie de le perdre, mais on l'avait sans doute déjà perdu avec la presse, avec la télévision, avec la radio, avec la plume de fer, avec tout ça, on l'avait déjà perdu. Mais en même temps, on peut être des historiens, je dirais, de qualité, aujourd'hui, avec toutes les ressources, toutes les archives que l'on trouve dans le monde numérique. Et pensez à tous ceux qui font de la généalogie, le nombre de sites. Mais enfin, j'aime bien parler de la guerre de 14-18 parce qu'elle a été très largement explorée dans les dernières années par beaucoup de gens, à travers des sites qui sont des sites non pas publics, mais montés par des petites communautés, par des associations. Alors il y a de grands sites publics, j'ai cité Gallica, La mémoire des hommes, mais quand on observe, et il y a eu des études à ce sujet, quand on observe tous les travaux, toute l'information qui a été cherchée et à laquelle on a désormais accès, c'est par des associations privées, donc par des individus. Alors voilà. Bon, peut-être que c'est parce que j'ai toujours envie d'être plutôt optimiste. Très bien, très bien. Et de dire que sans doute, pour certains, le fil de l'histoire est perdu, mais en même temps, il n'y a pas de meilleure occasion pour le retrouver que c'est ce monde numérique dans lequel nous sommes, qu'on le veuille ou non. Alors, Gilles Douek, on parlait de fil de l'histoire. Vous préférez parler de sens de l'histoire. Vous interrogez ça. Oui, quand il y a une question ou une remarque qu'on fait comme celle de ce soir, est-ce qu'on a perdu le fil de l'histoire ou une affirmation, on dit on a perdu le fil de l'histoire. C'est une question, là. Ou une question. À chaque fois, on se dit, tiens, on a perdu le fil de l'histoire, mais au fait, c'était quoi le fil de l'histoire ? Et donc, se poser ce genre de questions, ça nous amène à nous interroger sur ce que nous appelions, avant de le perdre, le fil de l'histoire, à supposer, comme le disait Antoine Compagnon, qu'on l'ait réellement perdu, ce qui est loin d'être évident. Alors, pour essayer de comprendre ce qu'était le fil de l'histoire, je me suis rappelé d'un livre qui avait été publié il y a presque 30 ans par Emmanuel Leroy-Ladurie, qui s'appelle « Un jour en France », et qui était le résultat d'une espèce de concours ou de jeu, de concours de photographie, dans lesquels des millions de personnes, des milliers de personnes peut-être, ont pris une photo qui devait être prise le 7 juin 1988. Et le livre rassemble 300 contributions qui sont
300 visions de cette journée par 300 personnes. Donc il y en a qui ont photographié leurs chiens, il y en a qui ont photographié leur maison, il y en a qui ont photographié un événement historique, peut-être local, peut-être plus important. Et il me semble que ce que montrait ce livre, c'était que l'espace est extrêmement vaste et il se passe en même temps plein de choses dont nous n'avons pas nécessairement toujours conscience. Donc, par exemple, si nous prenons le 5e arrondissement où nous sommes ce soir, eh bien, voilà, il y a un événement, c'est nous sommes tous ici pour discuter ensemble, mais peut-être qu'il y a un deuxième événement qui se passe à 100 mètres d'ici, je ne sais pas, quelqu'un qui a organisé un dîner dont on reparlera dans 1000 ans, ou peut-être, je ne sais pas, des terroristes qui sont en train de préparer une bombe qui va exploser dans quelques semaines. Et voilà, et quand on veut raconter l'histoire, quel événement il faut garder, lesquels de ces événements il faut garder. Parce que si l'espace est immense, il est tridimensionnel, le temps est tout petit, il est unidimensionnel. Donc quand on fait un récit, on ne peut pas s'étendre dans toutes les dimensions de l'espace. On est obligé de sélectionner un petit nombre d'événements. Et plus ou moins ce hiatus entre le temps et même entre l'espace et même l'espace-temps qui est immense et le temps qui est très petit, et un peu un des ressorts de la littérature. Je pense à des auteurs qui ont poussé cette analyse, ce jeu au maximum, comme Pérec, comme Bastide et Manchette, ou plus proche de nous, comme Christophe Carlier. L'idée est de leur livre. Par exemple, le livre de Bastide et Manchette raconte 5 minutes, mais du point de vue de 10 personnes qui se trouvent à 10 endroits différents, puis on passe aux 5 minutes suivantes, puis on passe aux 5 minutes suivantes, ce qui fait que le livre est assez gros, il ne s'y passe pas grand-chose, sauf qu'on voit ça de plein de points de vue. Et Carlier fait exactement l'inverse, c'est-à-dire il nous montre 5 minutes vues par une personne, mais les 5 minutes suivantes vues par une autre personne, puis les 5 minutes suivantes vues d'un autre lieu. Et donc là, le temps du récit ne revient pas en arrière, mais du coup, on a une conscience d'une perte du récit, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se sont passées et qui ne nous sont pas racontées. En fait, ce qui se passe ici, c'est on a un exemple de ce que nous, les informaticiens, nous appelons un algorithme de compression. Quand le canal est trop petit et que le message est trop gros pour être émis sur le canal, on est obligé de transformer le message, de comprimer le message de manière à ce qu'il soit suffisamment petit pour passer par le canal. Et toute forme de récit, que ce soit un récit de fiction ou le récit historique, opère cet algorithme de compression qui consiste à choisir des événements. Par exemple, si je vous demande que s'est-il passé le 29 août 1475, eh bien vous me direz c'est le traité de Piquigny qui met fin à la guerre de 100 ans. Mais en 1475, il s'est passé énormément de choses. Par exemple, en Amérique, l'Amérique précolombienne, qui ne savait pas encore ni quelle était l'Amérique, ni quelle était précolombienne. Et ces événements, je ne sais pas quelle bataille entre des Incas ou des Aztèques, enfin, j'en sais rien. C'est pas quelque chose qu'on garde dans l'histoire du Moyen-Âge. C'est au contraire quelque chose qu'on garde dans l'histoire moderne comme étant une espèce de rétrospective sur ce qui s'était passé. On raconte un petit peu dans l'histoire moderne que quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait des civilisations, des cultures là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'y intéresse. Alors, si on se met à juxtaposer des événements qui n'ont rien à voir, on obtient un récit absurde. Par exemple, si je vous dis le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo, et au mois d'août, Maurice Ravel a composé un trio en la mineur pour piano, violon et violoncelle, qui est le numéro 76 dans le catalogue des œuvres de Ravel. Vous allez dire, cette histoire est absurde, elle n'a aucun sens. Mais bien entendu, et ça reflète le caractère absurde de notre histoire. Il se passe énormément d'événements qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. En revanche, dans notre algorithme de compression, dans notre manière de raconter l'histoire, nous disons aussi l'archiduc François Ferdinand a été assassiné le 28 juin 1914 à Sarajevo et l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie le 28 juillet, un mois plus tard. Et là, nous avons le sentiment d'un fil de l'histoire. Mais ce sentiment d'un fil de l'histoire que nous sommes peut-être en train de perdre, est-ce qu'il n'était pas avant une illusion qui était créée par le faible canal du débit par lequel nous racontions l'histoire, qui nous amenait à sélectionner des événements, et habilement, nous sélectionnions des événements de manière à donner presque une notion de causalité, c'est-à-dire avoir un récit cohérent qu'on pourrait presque qualifier de récit causal. Et si c'est ça le fil de l'histoire, bah oui, nous l'avons perdu,
mais nous avons perdu surtout l'illusion qu'il y avait un fil de l'histoire. Parce que peut-être que tous ces événements qui se sont passés par le passé n'avaient juste rien à voir les uns avec les autres, et c'était juste notre faiblesse d'analyse qui nous les avait fait ordonner certains événements d'une certaine manière, qui nous faisait raconter une histoire. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'histoire l'histoire? Ben, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que finalement, faire de l'histoire, ça consiste à raconter des histoires. Et vous, David Guez, vous en racontez des histoires quand on vous quand on vous met en face à une question comme le fil de l'histoire et le numérique, vous qui travaillez sur des histoires que vous racontez en numérique, comment vous réagissez? Alors, moi, je travaille sur le numérique depuis 25 ans. Et donc, j'ai commencé à peu près avec le début du web, qui a été effectivement une... Et qu'est-ce que vous faisiez il y a 25 ans Alors, le premier projet sur lequel j'ai travaillé s'appelait le livre des liens. J'ai travaillé sur le lien, sur l'altérité, sur l'hyperlien, qui au fond est le moment de la rencontre, qui peut être avec une œuvre, avec une personne, avec un tableau, etc. Et je trouvais très intéressant de commencer avec le réseau sur la notion de lien. Et cette notion de lien m'a entraîné vers la notion de public et d'intime, parce que je trouvais que ce qui était intéressant avec le réseau, justement, outre le fait de dépasser un peu les notions aussi de pouvoir, de place prise par le pouvoir, et je voulais rebondir sur cette idée-là, de dire que l'histoire est écrite par le pouvoir, par ceux qui ont gagné aussi, et qui écrivent une histoire, l'histoire la plus cohérente pour le gagnant. Et donc aussi d'un point de vue géostratégique, etc. C'est important de replacer ça aussi en termes de pouvoir, de politique, de géostratégie. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est que dès le début des années 92-95, il s'est avéré qu'on était face à un nouveau médium, un nouveau média aussi, et un nouveau média, puisque ce sont aussi les médias qui formatent l'histoire, les médias qui sont aussi contrôlés. Enfin, je suis assez dans cette ligne-là aussi, d'activiste du réseau. Et c'était assez extraordinaire à l'époque de se dire, voilà, avec ce nouveau médium, on peut bypasser, on peut dépasser les pouvoirs existants, et on peut créer des médias alternatifs, des médias qui vont être faits par les gens. Et donc, l'histoire va être faite par les gens eux-mêmes. Ce qui a donné après, dans les années 2000 et quelques, ce qu'on appelait le Web 2.0, oui. Avec toutes les conséquences aussi, de par la reprise des grosses entreprises sur notre mémoire intime, sur nos datas et sur nos données, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est face à des médias finalement qui focalisent notre attention, qui focalisent notre ligne historique d'une façon un peu biaisée et un peu aussi commerciale et orientée. Voilà. Tout ça pour dire que moi, je me suis intéressé assez vite à la question de l'obsolescence dans le réseau, puisque si tout devient numérique, pour simplifier, si tout devient numérique, tout est stocké quelque part. Et si tout est stocké quelque part, sur quel support? Et le problème du support, c'est un vrai problème, que ce soit de façon intime ou de façon collective. On a tous vécu cette scène où on a 10 000 photos qu'on a stockées depuis des années qui disparaissent parce que le disque dur ne fonctionne plus. La durée de vie d'un disque dur, d'un CD-ROM, d'un DVD, etc., c'est à peu près 10 ans. C'est pour ça que, par exemple, l'INA stocke ses données sur des bandes magnétiques, 150 ans environ. Mais ce n'est pas énorme comparé aux livres, comparé à la pierre, comparé... Voilà. Donc, aux tablettes d'argile. Aux tablettes d'argile, effectivement. Alors, d'un point de vue très étonnant, simplement dire, on est sur des nouveaux médiums qui sont surpuissants en termes de mémoire, mais qui sont tellement fragiles en termes de stockage. Oui. Alors, on stocke, on numérise le passé, puisque, effectivement, toutes les archives sont numérisées. On prend directement du numérique à partir du présent. Donc, qu'est-ce qui nous reste, en fait? Des disques durs qui peuvent tomber en panne. Surtout que l'architecture, la topologie du réseau, aujourd'hui, c'est des serveurs, des fermes de serveurs, des data centers où sont stockées les données. Il suffit qu'effectivement une bombe soit placée sur un data center, sachant qu'Internet, vous allez me dire si je me trompe, mais il y a 7 nœuds principaux dans le monde qui contrôlent la circulation. Il suffit de faire sauter un ou deux nœuds et la mémoire disparaît, vous voyez, même s'il y a des stockages, etc. Alors je parlerai plus tard du prochain web qui va permettre d'éviter ça. Mais en tout cas, cette perte de données, cette perte de nos données, cette perte de notre mémoire individuelle et collective, elle est présente, elle est réelle et elle est hyper dangereuse. Voilà. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus sur des projets artistiques. Je pourrais en parler après si on tourne, mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est cette question qui m'a intéressé, de dire qu'est-ce qui se passe avec nos données et comment on peut éviter... Alors justement, c'était le deuxième point que je voulais vous voir avec vous, qui était autour de la mémoire. Parce qu'on a vu, bon, il y a l'histoire, tout le monde fait...
vous dites, Antoine Compagnon, tout le monde fait de l'histoire, mais comment est-ce que la mémoire collective se fait sur le numérique? Quel rapport on a avec la mémoire à travers ce numérique? Parce que on dit toujours que ça s'accélère, qu'on a une sorte de fractionnement du temps. Comment on peut mettre tout ça ensemble, Antoine Compagnon? Éclairez-nous là-dessus. Mais d'abord, il faut dire que on a beaucoup moins besoin de mémoire individuelle. Et là, il y a un changement anthropologique qui est très important, qui affecte également des gens de ma génération, donc qui sont entrés, qui ne sont pas des digital natives, qui sont entrés dans la culture numérique à un certain âge. Mais il est constant que nous recherchons les souvenirs, non pas dans notre mémoire, mais à l'aide d'un moteur de recherche. Alors bon, ça pose des problèmes considérables sur l'emploi que nous donnons aux neurones dont nous faisons l'économie de cette façon. Mais ça, c'est une question qui est fondamentale, parce que nous avons transformé notre façon de vivre. Bon, je suis sans doute un peu plus âgé que mon camarade. À peine. Mais quand je suis entré dans les écoles par lesquelles nous sommes passés, il y avait encore une épreuve de règle à calcul. Je suppose qu'il n'a jamais utilisé une règle à calcul, ou presque pas. Je sais m'en servir, j'en ai vu une. Il a vu une règle à calcul. J'ai beaucoup passé de temps à maîtriser la règle à calcul. Et c'était une épreuve difficile. Il y avait une épreuve de géométrie descriptive. Je suppose qu'il n'a jamais fait de géométrie descriptive. Ça n'existait plus. Ça suffit. Là. Comment? Non, mais en fait, vous n'avez pas eu le même diplôme. En fait. mais il a fait autre chose. Il a fait l'économie de toute cette énergie neuronale que ma génération a dépensé à la règle à calcul, la géométrie descriptive, etc. Alors peut-être qu'il les a employés de manière pour faire des jeux, je ne sais pas. Et c'est ce qu'on peut se demander des générations futures. Est-ce que ces économies dans les zones diverses du cerveau sont consacrées à de bien meilleures compétences que celles que nous avions. Donc il y a cette question de la mémoire individuelle et de la transformation des compétences qui me semble assez fondamentale, avec, je disais, une dimension anthropologique. On connaît les expériences sur les chauffeurs de taxi de Londres et du développement de certaines zones du cerveau. Là aussi, ce sont des compétences qui sont perdus. Alors ils sont perdus, j'explique pour nos amis, parce qu'ils se servent du GPS en permanence. Ils n'en ont plus besoin. Quand on utilise une voiture Uber, ils sont obligés d'utiliser Waze. Le sens de l'orientation est quelque chose dont on n'a plus besoin dans le monde contemporain, avec des conséquences sur lesquelles on peut s'interroger. Le jour où la mémoire artificielle tombe en panne, le jour où on n'a plus Waze ou quelque chose de cet ordre, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, je crois que c'est déjà très important. Puis il y a l'autre donnée qui a été évoquée, c'est celle du stockage. Dans les bibliothèques, on n'a plus confiance dans le microfilm que dans le disque dur. Or, dans ma jeunesse, on espérait être débarrassé du microfilm, qui nous paraissait un moyen particulièrement désagréable de travailler. Heureusement, on microfilme toujours, parce que c'est beaucoup plus sûr que les disques durs. Et puis, alors, il y a une autre question qui, me semble-t-il, est très importante et qu'on doit aborder. C'est celle de la mémoire, mais je dirais la mémoire nationale, par exemple, et les mémoires locales. La prolifération des mémoires diverses, les différents niveaux de mémoire et la concurrence des mémoires qui est certainement favorisée par Internet. Ce sont des débats
qui sont très importants pour l'enseignement, hein, pour l'éducation à tous les niveaux, c'est la concurrence des mémoires dans un monde numérique où, en vérité, les niveaux locaux peuvent se multiplier. Avec la création de multiples communautés avec fractionnées. La multiplication des... C'est-à-dire, quels sont les niveaux entre le local et le global, hein. Il y a un niveau global de l'Internet dans lequel nous sommes tous, et puis il y a ces multiples communautés de mémoire. Et au fond, c'est un débat très actuel, hein, qui concerne l'école et la place que peut avoir ou que doit avoir, selon les uns et les autres, une mémoire nationale. Alors, on parlait de récit aussi, dans cette façon d'aborder donc de multiples récits mémoriels qui se diffusent. Comment vous voyez y a-t-il de nouveaux récits, Gilles Mais peut-être, juste avant de répondre à votre question, je vais le faire, mais quelques réflexions sur l'intervention d'Antoine Compagnon. Après tout, nous sommes là pour débattre. Allez-y. D'abord, sur la règle à calcul et la géométrie descriptive, je crois que notre génération a eu une tête bien pleine, et les générations qui nous suivent ont une tête bien faite. Et ça, nous devons nous en réjouir. D'ailleurs, quand Montaigne oppose la tête bien pleine à la tête bien faite, il ne le fait pas à une période anecdotique de l'histoire, il le fait au lendemain, un siècle après, à peine, l'invention de l'imprimerie. Donc Michel Serres avait insisté sur cette lecture-là de Montaigne, qui est de dire, Montaigne, en fait, nous explique qu'il n'y a plus besoin d'apprendre par cœur l'Iliade et l'Odyssée, il n'y a plus besoin d'apprendre par cœur les évangiles, etc., parce qu'on a des livres dans lesquels on peut les trouver. Et donc la révolution que nous vivons, à nouveau, est assez similaire à celle de l'invention de l'imprimerie. Il y a beaucoup de points communs. L'invention de l'imprimerie, l'invention de l'alphabet, l'invention de l'écriture, c'est à ce type de temporalité, à ce type de récit, à ce type de choix d'événements dans l'histoire que nous pouvons nous référer. Sur le sens de l'orientation, alors c'est tout à fait exact que nous perdons le sens de l'orientation, mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si on vous déposait en hélicoptère au milieu de l'Amazonie, eh bien vous vous débrouillerez beaucoup moins bien qu'un Indien de l'Amazonie. Et je pense que c'est le cas d'à peu près toutes les personnes qui se trouvent dans cette salle. Donc la perte du sens de l'orientation, elle aussi, il faut la replacer dans une longue temporalité. Quasiment, nous commençons à perdre le sens de l'orientation depuis qu'il y a des villes. C'est-à-dire depuis que nous n'avons plus besoin de nous déplacer dans la savane ou dans la forêt, où ces lieux nous sont devenus étrangers. À la question, quoi faire de cette amas d'informations que nous n'avons plus besoin d'apprendre par cœur et auxquelles nous pouvons accéder en permanence, c'est-à-dire, en fait, nous l'avons appris par cœur dans une espèce de cerveau étendu qui est notre cerveau relié à un réseau. Et alors, vous savez que bientôt, nous allons avoir un fil électrique qui va directement sortir de notre cerveau et nous connecter au réseau à travers une interface. On a pas mal parlé ici. Ce fil électrique, il existe déjà. Nous sommes déjà des transhumains, puisqu'il y a un fil électrique qui sort de notre cerveau, qui s'appelle le nerf optique, et qui, modulo une petite interface sans importance qui s'appelle l'œil et l'écran, eh bien, est relié directement à un ordinateur qui est lui-même relié à un réseau. Donc nous avons déjà ce cerveau global dans lequel nous mémorisons des données, mais pas dans la partie intracrânienne de notre cerveau, mais dans sa partie extracrânienne. Et bizarrement, les historiens avaient anticipé un peu cette abondance de données, cette abondance d'informations, en nous disant dès les années 20 que l'histoire ne devait pas uniquement s'intéresser à la vie des souverains, des monarques, aux guerres racontées du point de vue des vainqueurs, mais aussi à l'histoire économique, à l'histoire démographique, à l'histoire de la vie quotidienne, à l'histoire des mentalités, etc. Mais peut-être ce qui change, et là je vais en venir à votre question sur les récits, c'est que les historiens avaient, je vais revenir à Leroy Ladurie, avaient vu comme une révolution le fait d'écrire non pas l'histoire des rois du Moyen-Âge, mais d'écrire l'histoire des paysans de Montaillou. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il va devenir possible d'écrire non seulement, et c'est ce que nous sommes en train de faire, chacun de nous, pas uniquement les historiens, mais il devient possible d'écrire non seulement l'histoire de Montaillou, mais l'histoire de chacun des villages occitans.
Donc on va plus prendre un village emblématique dont on raconte l'histoire sur une trentaine d'années parce que peut-être nous pensons qu'elle a quelque chose de paradigmatique, elle nous renseigne sur la vie en général dans l'Occitanie médiévale. Mais maintenant, nous pouvons raconter exactement l'épopée de chacun des villages, l'épopée de chacune des familles. Et ça nous mène à une question assez intéressante sur la mémoire. Par exemple, ce que je vais dire ne s'adresse pas aux aristocrates qui nous écoutent aujourd'hui, mais la plupart des gens qui ne sont pas aristocrates, les roturiers comme moi, par exemple, je connais le nom de mes parents, je connais le nom et le prénom, je veux dire, de mes grands-parents. J'ai quelques informations lacunaires sur mes arrière-grands-parents, et je n'ai aucune idée de qui étaient mes arrière-grands-parents. Quant aux arrière-grands-parents, je ne sais même pas s'ils ont existé, enfin vraisemblablement. Mais, oui. Il y a des chances. mais voilà, donc je ne sais rien. Et en fait, sur ma généalogie, je m'aperçois que j'ai une vision à une profondeur de 2, 3 ou 4, pas beaucoup plus. Et même sur mon arrière-grand-père, je sais 2, 3 anecdotes qui sont sans doute fausses, et en tout cas qui ne le définissent pas. Ce n'est pas quelqu'un que je peux dire dont je vois vraiment bien à quoi il ressemblait. Et pour les personnes qui vivront dans un siècle ou dans 2 siècles, eh bien, j'ai peur qu'elles connaissent énormément de choses sur nous, c'est-à-dire nos arrière-petits-enfants, eh bien, auront peut-être, parce que la question du stockage n'est pas résolue, et auront peut-être accès non seulement à notre biographie lumineuse, mais aussi peut-être à notre page Facebook, peut-être aussi à des photos que nous aurions aimé ne pas transmettre au-delà d'une génération, ou même pas transmettre du tout. Et elles vont se retrouver pendant 10 générations. Les enfants vont cliquer sur le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, etc. Oui, au plus besoin de cliquer. Et ça nous pose une question, ne serait-ce qu'une question de posture face à l'éternité, qui se posait pas tellement pour mon arrière-grand-père. Alors justement, j'aimerais bien avoir la vision de David Guez là-dessus, parce que quand vous entendez ce genre de discours et que vous travaillez à travers vos œuvres sur une construction alternative, sur quelque chose qui fait réfléchir, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de produire comme œuvre ? Alors écoutez, effectivement, j'ai essayé de produire des œuvres qui parlent du temps et qui parlent de la mémoire, parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur le réseau, et surtout par nos usages, parce que ce dont vous parlez, c'était les usages du réseau, fait qu'on va vers une perte totale de notre mémoire. Et j'ai par exemple réalisé un projet... Quand vous dites notre mémoire, c'est notre mémoire physique, physiologique ou... Oui, je pense qu'on rentre dans une phase de l'évolution où on a autant on a accès à une connaissance infinie qui se sédimente sur des sites comme Wikipédia ou comme etc. Et autant nos usages font qu'on perd complètement notre mémoire individuelle et aussi notre mémoire collective. Alors là, je vais être un peu en réaction. Et c'est pour ça que j'ai réalisé un projet, une série qui s'appelle 2067, en 2005, en 2006. L'idée, c'était de faire un peu un drop dans le futur. C'est-à-dire que tous nos usages sont immédiats du réseau. En tout cas, avec le Web 2, sont immédiats. On a très peu cette notion de stockage pour garder dans le temps, à part nos photos éventuellement. Mais l'Internet des années 2000, en tout cas, ne nous offrait pas cette possibilité de garder une trace. Moi, tous mes projets de 2000 ont disparu, par exemple. Tous mes projets qui ont été faits sur le réseau ont disparu à cause de la technologie, de l'obsolescence de la programmation, à cause de serveurs qui ont disparu, à cause d'outils commerciaux qui étaient gratuits et libres, mais qui ont aussi disparu. Exactement. C'est pour ça que je me refuse à chaque fois que je travaille sur un projet qui est sur du long terme, sur ce qu'on appelle le long now, c'est-à-dire l'histoire future dans du long terme. Je me refuse de travailler avec un partenariat privé, voire même public, parce que je vais sans doute durer plus longtemps qu'une entreprise moyenne qui peut disparaître. Donc j'ai fait mon premier projet, c'était de proposer d'envoyer un mail dans le futur. Ça peut être dans un jour, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. J'ai fait la même chose avec un appareil photo qui est un objet connecté qui permet de prendre une photo. Cette photo sort de l'appareil, disparaît et revient à la date donnée
qu'on a données dans l'appareil. J'ai installé des cabines téléphoniques comme ça aussi dans certains centres d'art, à certains endroits, où on peut laisser des messages dans le futur, des messages vocaux qu'on peut retrouver. Et je trouvais intéressant de dire, quand une personne écrit un texte pour dans 20 ans ou dans 30 ans, et j'ai eu une expérience assez formidable dans des centres d'art où j'ai exposé le mail dans le futur, par exemple, où je voyais des vieilles personnes qui écrivaient à leurs petits-enfants, tout en sachant qu'elles allaient mourir entre-temps, et que ce message allait revenir aux petits-enfants 20 ans après ou 10 ans après. C'était un peu comme un témoignage, un peu comme des bouteilles à la mer. Et je trouvais que utiliser le réseau pour faire des sortes de drops comme ça dans le futur, du coup, ce réseau qui stocke nos données, aussi dans le temps, parce que c'est bien ça le problème, c'est qu'on donne énormément de nos données sans qu'elles soient agrégées vraiment en un sens cohérent, quoique de plus en plus, puisque les derniers outils en intelligence artificielle utilisés par Facebook, par Google, etc., commencent à agréger nos données, commencent à les assembler. En faire une histoire. Oui. Et commencent à en faire non seulement une histoire, mais associer une intelligence artificielle, commence à nous connaître mieux que nous, presque. En tout cas, mieux que beaucoup de gens autour de nous. Ils connaissent nos comportements. Et je trouve ça aussi très intéressant et très dangereux. Alors, on parlera après peut-être des IA et de ce qui est en train d'arriver. Je crois qu'il y a eu pas mal d'alertes là-dessus, mais en tout cas, sur l'utilisation de nos données, par qui, comment, pourquoi, à quelle fin. Et j'ai juste une chose, moi, qui m'interpelle, c'est de dire que quand on va dialoguer avec des intelligences artificielles, on va dialoguer par le langage. Et nous sommes construits par le langage. Et si nous dialoguons avec des intelligences qui nous parlent, selon un discours formaté, puisque vous savez que Siri, au départ, ça a été commandé par l'armée américaine, qui ensuite a été racheté par Apple. Mais Siri, si vous lui posez certaines questions, il y a encore les bases du commandement, quoi. C'est hyper intéressant. Voilà. Donc, il y a des dangers. Il y a des dangers sur notre perte de mémoire, mais là, je dirais presque de nos données mémorielles, presque notre ADN. Voilà. Comment vous réagissez à ces différents projets, Antoine Compagnon, vous qui travaillez sur la littérature, le récit écrit, etc. Bon, je crois qu'on n'a pas encore vu en littérature les effets du monde numérique dans lequel nous nous trouvons. Gilles Levesque disait tout à l'heure que le récit est linéaire, que nous sommes prisonniers d'un récit linéaire, mais j'ai envie de lui répondre, quand on prend Ulysse de Joyce ou quand on prend les romans de Faulkner, ils avaient déjà complètement bousculé ce modèle du récit, ils avaient déjà bousculé la chronologie, ils avaient déjà bousculé les voix. Certes, mais il y a quand même le premier mot de la première page qui est suivi du deuxième mot de la première page jusqu'au dernier mot de la dernière page. Les mots sont dans un ordre. Mais le récit a trouvé le moyen, le roman moderne a trouvé, que ce soit Joyce ou Proust ou Virginia Woolf ou Faulkner, a trouvé les moyens de bousculer déjà cette organisation temporelle, cette organisation de la personne. Et, me semble-t-il, on n'est pas aujourd'hui allé tellement plus loin. Et de ce point de vue, la littérature qui est produite aujourd'hui est probablement plus facile que ce sommet de la littérature difficile qui a été le sommet d'un moment moderniste. La littérature qui est produite aujourd'hui a plutôt renoncé à exiger autant du lecteur, puisque c'était le lecteur qui travaillait pour retrouver les différents fils du récit, pour s'y retrouver, pour s'y orienter, puisque c'était aussi une question de sens de l'orientation et dans le temps et dans l'espace. Donc le lecteur de la littérature, je dirais de la littérature contemporaine du monde numérique, c'est un lecteur dont on exige moins en termes de forme narrative. C'est pour ça que je dis que je crois que nous n'avons pas encore vu les incidences alors qu'on a pu le voir dans un certain nombre d'installations, ou que ce soit dans d'autres formes que le récit et la littérature. Il y a eu dans la dernière période
plus d'audace, hein, plus de contemporanéité avec le monde numérique. Bon, alors maintenant, attendons de voir. Je crois que là aussi, je dirais, plutôt optimiste de nature, donc je suis curieux de ce qui peut surgir et transformer plus radicalement que de l'hypertexte ou de la littérature enrichie ou des choses de ce genre qui sont au fond un peu appliquées par rapport au monde numérique. Chaque réforme, chaque innovation technique a produit sa littérature et je pense qu'on n'a pas encore vu la littérature et les formes nouvelles du récit suscitées par le monde numérique. Ce que dit David Guez en parlant d'intelligence artificielle, moi, ça me fait penser à un livre que vous connaissez sans doute de Philippe Vassé qui s'appelait « Exemplaire de démonstration » chez Fayard, il y a quelques années, où il racontait comment des inventeurs inventaient des machines à big data qui fabriquaient du roman à partir de tous les romans. Oui, alors ça existe. Alors, ça existe aujourd'hui. Voilà. Il y a des robots qui fabriquent des scénarios de films. Mais ils ne sont pas très inventifs, puisque précisément, ils composent à partir des topoi qu'on leur a mis dans leur mémoire. Donc ça existe, ça se fait. Mais là, c'est ce qui me fait dire que ce n'est pas encore de l'ordre de l'invention. Il n'y a pas eu d'invention littéraire, me semble-t-il, mais peut-être qu'elles me sont... Je suis passé à côté d'elles ou elles sont passées à côté de moi. Gilles Deouec. Oui, d'abord, je dirais que Joyce, Woolf, etc., qu'on a cités, plus que d'avoir fait exploser la forme du récit, ont montré ses limites. C'est-à-dire, on se sont battus contre une forme, mais finalement, leurs livres sont imprimés sur du papier et ils ont à peu près la même forme et la même taille et la même organisation. Le livre est tout de même un objet assez parfait. Voilà, c'est un objet... Sur l'influence de l'informatique sur la littérature, j'ai peur qu'elle arrive nécessairement par des formes, on va dire, populaires de littérature que vous et moi ne lisons pas. Et donc, par exemple, je me suis intéressé au nombre de pages de Harry Potter. Alors, je suis vous dire que je n'ai pas lu Harry Potter. Et je me suis aperçu que Harry Potter fait 6 pages de plus que La Recherche du temps perdu. Donc, La Recherche du temps perdu, qui paraissait pour un livre extrêmement long, et bien, finalement, est plus court que Harry Potter, de 6 pages. Alors, c'est pas beaucoup. Et alors, il y a un phénomène auquel nous assistons, qui est une augmentation de la taille du récit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un récit qui tient en 100 pages ou en 200 pages, qui, moi, c'est en général les récits que j'aime lire. C'est pas lire. l'américanisation de la société, ça, plutôt. Mais enfin, les feuilletons du 19e siècle, Harry Potter, c'est de la littérature du 19e siècle. Oui, c'est la littérature du 19e siècle, mais... C'est du feuilleton. C'est du feuilleton, mais c'est plus long que Souvestre et Alain. Souvestre et Alain, c'est plus long que Fantomas. C'est plus long que Fantomas. Oui, mais c'est pas plus long qu'Alexandre Dumas. Bon, c'est plus long qu'Alexandre Dumas. C'est plus long qu'Alexandre Dumas. Que tout Alexandre Dumas? Non, pas que tout Alexandre Dumas, mais c'est plus long que les 3 mousquetaires. Excusez-moi, mais on est loin du numérique, là, les amis. Non, alors, ce qui m'intéresse plus que ça, c'est le fait que la publication de Harry Potter a amené ce qui s'appelle de la fiction de fans. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de gens qui ont lu Harry Potter et qui veulent ajouter ou bien réécrire Harry Potter à leur manière. C'est ça, oui. Ou bien rajouter un épisode qui n'a pas été écrit par l'auteur d'Harry Potter, ou bien envoyer Harry Potter sur Mars, etc. Enfin, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et si on prend l'œuvre qui est formée par toutes ces fictions de fans mises bout à bout, là, on arrive à 300 000 pages. Je vous avoue que j'en ai pas lu une seule. Et je ne suis pas sûr que ça m'attire beaucoup. Mais en termes purement formels, on est obligé de dire qu'écrire forcément à plusieurs mains, une fiction qui est forcément peu cohérente, mais qui partage un certain nombre de règles de grammaire. Il y a un personnage qui s'appelle Harry Potter, par exemple, qui revient dans chacun de ces épisodes. Ça, je me demande si ce n'est pas peut-être une révolution dans la littérature à côté de laquelle des gens comme moi passent, parce que ce genre de littérature m'intéresse peu. Et donc, peut-être que, exactement comme Les Mille et une nuits aujourd'hui nous semble une œuvre merveilleuse, et à l'époque de leur diffusion, ou de leur traduction, de leur multiple traduction, c'était considéré comme une œuvre bourgeoise, c'était pas considéré comme de la grande littérature. Je pense qu'il faut être assez prudent parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer sous nos yeux auxquelles nous ne prêtons pas suffisamment attention.
Et donc, certes, Nathalie Sarraute disait déjà que la littérature était toujours en retard sur la peinture. Et je crois que c'est peut-être vrai qu'il est difficile pour la littérature L'exemple de Nathalie Sarraute était assez frappant. Elle disait qu'il est impossible de faire comme Picasso et de représenter une femme à la fois de face et de profil. En littérature, on ne sait pas faire ça. Mais il y a quand même un certain nombre de transformations auxquelles nous devrions essayer de nous intéresser, même si, pour des bonnes raisons culturelles, nous ne le faisons pas. Alors cette irruption du fan et de l'internaute 2.0, un peu archaïque maintenant, parce que c'est dépassé, dans la fabrication du récit global, ça ne correspond pas tellement à votre utopie du net, David Guez. Parce que c'est encadré, parce que c'est... C'est pas tellement une utopie, le problème en fait, c'est qu'on a effectivement un outil qui apparaît donc il y a 25-30 ans, qui se veut un nouveau médium, qui est libre, qui est un peu une forêt vierge, où on va pouvoir tout faire, on va pouvoir changer un peu les modèles aussi, les modèles de société même, enfin, oui. etc. Et effectivement, avec l'arrivée du Web 2, mais ça je l'ai déjà dit, il y a un peu une mainmise, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, enfin les grosses entreprises. Il y a un peu une mainmise comme ça, il y a un peu un contrôle sur et le contenu, et sur la forme, et sur le fond. Donc il y a un vrai problème d'éducation aussi, puisque du coup... les enfants vont sous cette forme-là, aussi de par nous-mêmes, une forme d'addiction avec le smartphone. On ne peut pas l'éviter, ça. Et donc, je pense que le problème, c'est qu'on va justement vers une histoire qui aurait pu être beaucoup plus belle, mais qui l'est aussi en parallèle et qui existe. On ne peut pas se focaliser que sur les grands médias, mais qui, en tout cas, hélas, est dominante. Et nous, les artistes, on essaye... ou le monde alternatif, on essaie de créer des outils libres, de lutter aussi pour garder une certaine indépendance sur le contenu, sur la forme, sur le fond, etc. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué et on est face à des entreprises immenses qui ont énormément d'argent pour faire du marketing, pour faire de la communication et pour nous imposer ces outils-là de façon assez féroce et assez forte. Je voulais juste revenir sur sur la question du livre. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que j'aime beaucoup avoir une bibliothèque. Parce que dans mon disque dur, j'ai 100 000 livres. Dans ma bibliothèque, j'en ai peut-être 1000 ou 2000, sauf que je les vois. Et quand je les vois, c'est mon histoire. Je vois le livre que j'ai acheté il y a 20 Exactement. ans, qui est à gauche, Avec la relation. qui marque un moment, un désir. Ça, on ne parle pas du désir, mais le désir est très, très important. Il y a aussi une perte du désir. Et je trouve qu'une bibliothèque, pour ça, c'est formidable. Bibliothèque personnelle, parce que c'est un moment de notre histoire personnelle. Et un disque dur, ce n'est plus un moment d'histoire. Quand vous parliez un moteur de recherche, on tape n'importe quoi. Finalement, c'est un moteur sémantique. Je tape un mot, je vais retrouver. Ça change mes comportements, ma façon d'archiver moi-même mes éléments sur mon ordinateur. C'est-à-dire, mon ordinateur, c'est un immense bordel et j'ai le moteur de recherche, je tape un mot-clé. Je ne fais plus que de l'indexation. L'indexation. Voilà. Mais c'est une indexation aveugle. Une bibliothèque, c'est une vraie indexation. C'est une indexation physique, c'est une indexation qui existe. Je voudrais qu'on finisse cette partie de débat, de discussion, avec ce qu'on fait chaque fois au Mardi des Bernardins. On a nos habitudes, qui est les mots de la fin. Qui est un mot, une phrase, quelque chose qui donne de l'espoir ou qui par rapport au thème du fil de l'histoire et du numérique, est plutôt porteur d'espoir. Ça serait quoi, Antoine Compagnon? Non. Bon, il y a des gens qui sont partisans du verre à moitié vide et d'autres du verre à moitié plein. Moi, je suis plutôt du côté à moitié plein. Et donc, perdre le fil de l'histoire, non, je ne crois pas. Je crois qu'on a des ressources pour retrouver ce fil, peut-être avec plus de force qu'auparavant. Gilles Dewey. Alors, dans le débat, le caractère bifronce de la technique est apparu, c'est comme la langue d'Ésope, oui, la meilleure, la pire des choses, etc. Alors, pour essayer un peu de dépasser cette opposition, il y a du bon et du mauvais. On pourrait dire il y a du bon et du mauvais dans un événement qui nous arrive. Donc, quand, par exemple, une météorite tombe sur la Terre, nous pouvons dire, bon, il y a du bon et du mauvais. Je ne sais pas, il y a du bon, ça tue les dinosaures, il y a du mauvais, ça tue des êtres humains, par exemple. Bon. C'est pas tout à fait ça qui se passe dans la révolution informatique, c'est que c'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous fabriquons.
Il n'y a pas d'événement extérieur qui nous a amené des tablettes, des ordinateurs, des téléphones, indépendamment de notre volonté, de notre désir. Ces objets sont là parce que nous les voulons, parce que nous les désirons. Alors, qui est ce nous? C'est un nous un peu collectif, bien entendu. Et la question du partage du pouvoir, donc qui décide quoi? Et c'est pour ça que je m'intéresse aux questions d'éducation, est vraiment importante. Mais au lieu de se dire, bon, il y a du bon et du mauvais, essayons de nous dire, fabriquons du bon. Très bien. Et vous, David? La conclusion des La conclusion des conclusions. Non, écoutez, moi je pense qu'il faut se battre, c'est tout. Voilà, enfin, c'est-à-dire que oui, on a senti lutte, ça. On lutte. On a senti que c'était une lutte. Il faut se battre, il faut montrer les choses, il faut les expliquer, il faut se battre à tous les niveaux. Il faut être vigilant, il faut être aussi utilisateur, débile devant son écran. Je pense qu'il faut se réapproprier toutes ces choses-là pour pouvoir aussi les confronter et les expliquer. Je ne dis pas que c'est un combat de l'homme face à la machine, mais je pense qu'on y arrive à un moment donné. Et nous, effectivement, nous sommes assez linéaires dans notre façon de penser, d'appréhender les choses. On ne peut pas faire 10 choses à la fois, on les fait séquentiellement. Et là, le vrai enjeu est là. C'est-à-dire que nous, on est assez séquentiel. Donc c'est pour ça que le roman, ça marche très bien. C'est pour ça que les histoires marchent très bien. Et on est face à des choses qui vont devenir de moins en moins séquentielles et de plus en plus quantiques, parallèles, multiples, X dimensions. Voilà, ça va être ça l'enjeu. Comment se confronter à ça et comment vivre avec ça, quoi. Merci Antoine Compagnon, David Guez et Gilles Dohec pour ces échanges éclairants. Et merci aux partenaires des débats La Croix, à nouveau. Mardi prochain, 28 novembre, nous vous donnons rendez-vous pour un débat sur le thème « Entre continuité et rupture, qu'est-ce qu'une réforme ?» Qu'est-ce que sont les réformes? Merci à tous et merci messieurs.